Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien, car aujourd'hui dans cette vidéo, on va tout simplement parler, et comme vous le voyez juste à côté de moi, de la RTX 4060 Ti Dual de chez Asus. Mais pourquoi je vais vous en parler aujourd'hui et pourquoi je vous la présente? Simplement parce que cette carte graphique a pour moi à l'intérieur une technologie, ou en tout cas une innovation, comme ils peuvent l'annoncer, qui est quand même ultra intéressante et qui est pas du tout courante. Cette innovation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la possibilité de pouvoir directement mettre un SSD NVMe à l'intérieur de votre carte graphique. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Pourquoi et comment? Ben, c'est justement ce qu'on va voir et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Est-ce que c'est réellement pertinent? Est-ce que c'est réellement une innovation? Est-ce qu'il y a un intérêt? Quels sont les avantages et quelles sont les contraintes de ce type de technologie? Est-ce qu'on va pouvoir le voir dans le futur? Est-ce que ça va réellement révolutionner finalement nos composants avec la partie, depuis du coup possiblement d'avoir des cartes graphiques hybrides intégrant peut-être 1, 2 ou 3 slots N.2? Est-ce qu'on va le voir souvent et est-ce que ça va être quelque chose qui va vraiment être généralisé dans quelques années? Ben c'est des choses où justement je voulais vous le présenter et y répondre et vous donner mon avis directement sur ce type de produit. Clairement pour moi, et ça je vais vous le dire honnêtement, beaucoup de personnes ont critiqué la 4060 Ti dès sa sortie simplement parce qu'elle était câblée en 8X. C'est-à-dire que quand vous branchez sur votre slot sur la carte mère, ce slot là généralement c'est du 16X et la 4060 Ti était câblée en 8X. Nvidia le confirme, ne s'en cache absolument pas sur cette partie là, et ce qu'il disait c'est que du coup finalement d'un point de vue performance et d'un point de vue utilisation, il n'y avait pas besoin d'aller chercher sur du 16X, donc ils ont juste câblé sur du 8. Ça, j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça peut être du coup quelque chose d'utilisé, mais ça veut dire qu'en gros il y avait 8 bandes passantes si on peut dire ça, mais 8 pistes qui n'étaient elles pas du tout utilisées. Beaucoup de personnes s'en plaignaient, et aujourd'hui Asus se sont dit pourquoi pas intégrer directement un autre composant à l'intérieur qui va utiliser certaines de ces lignes qui n'étaient pas utilisées, et c'est pour ça qu'ils ont ajouté la partie M.2. Donc clairement pour moi déjà, je trouve que c'est un petit peu innovant d'un côté, mais c'est surtout très intéressant dans la réflexion, parce que finalement ils ont dit on va pas simplement vendre la carte comme ça avec des choses qui n'étaient pas utilisées, on va essayer de rajouter une feature dedans. Ce rajout là, bien évidemment qu'il a un coût, cette carte graphique sera un peu plus chère que les autres 4060 Ti. D'un point de vue caractéristique en jeu, cette vidéo je vais pas vous faire une présentation entière de la 4060 Ti d'un point de vue gaming etc, simplement parce que du coup il y a déjà beaucoup plus de vidéos qui l'ont déjà fait, que je pense que c'est un modèle que maintenant on connaît. On va beaucoup plus se concentrer sur les effets et l'impact du M.2 sur cette carte graphique. Est-ce qu'on va avoir des pertes ou non? Comment ça se passe? Est-ce qu'on va avoir des gains sur l'écriture ou non avec le SSD? Qu'est-ce qu'il en est de la chauffe? Bref, c'est toutes ces questions quand je vais tout simplement attaquer dans cette vidéo et vous les présenter. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous aimez ça, et puis si vous êtes au courant de toutes les prochaines vidéos, vous savez quoi faire en activant la cloche des notifications juste après à vous être abonné. Et puis nous on va attaquer par la présentation de cette belle petite 4060 Ti. Avant ça, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est VIP Yosidiki, donc je vous laisse un petit icône si vous souhaitez passer la sponsor et se retrouver directement par l'unboxing et la présentation de la Asus, ou sinon je vous laisse le temps de vous faire un petit café et on se retrouve juste après. C'est parti. Et là on se retrouve sur le site de VIP Yosidiki, et ce qui va nous intéresser ça va être les clés Windows 10. Donc là il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier, puis on active avec la petite réduction, donc le code MHT18. Donc MHT18, vous cliquez sur accepter ou appliquer, et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement. Moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. On va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là ça va chercher pendant quelques secondes et après votre Windows est activé. Mais ce qui va aussi nous intéresser, ça va être les clés Office pour le pack Office, donc Word, Excel, etc. Donc là on va prendre la version 2019 qui est de base du coup à 38,60 €. Donc là il nous dit attention qu'il faudra le confirmer via le compte Microsoft. Avec le code MHT18 on l'a avec 10 € de réduction, donc à 28,95 €. Moi je réutilise PayPal. On se retrouve dans le User Center pour retrouver la clé au même titre que pour la clé Windows, ça ne change pas. Après on va sur le site de Microsoft avec Office Center,
On copie-colle la clé comme pour Windows, c'est la même chose, on fait suivant et après on va se retrouver directement donc dans notre espace Microsoft, on va pouvoir installer le pack Office car il a été activé avec succès et on le retrouve sur notre compte. Et voilà, la sponsor étant passée, on va directement attaquer par l'aspect unboxing. Pourquoi je veux l'unboxer? Simplement parce qu'il y a un composant de plus dedans. Alors ils fournissent pas le SSD NVMe, hein, ça loin de là, ça aurait été bien, clairement ça aurait été sympa, mais non, c'est pas fait pour. Mais hop, tac, quand on enlève le tout et qu'on se retrouve avec le packaging global, donc là vous avez la partie de la carte, on va avoir la carte graphique qu'on va mettre de côté et on va avoir surtout des petits ustensiles à côté. Donc ça, on referme. Qu'est-ce qu'on va retrouver à l'intérieur? À l'intérieur, vraiment quelque chose de très simple, mais un petit tournevis, voilà, pour pouvoir visser justement donc, notre SSD M.2 sur la carte graphique. Vous retrouvez en plus à l'intérieur donc une grosse pièce, et cette pièce-là, c'est tout simplement donc le dissipateur. Donc c'est un dissipateur thermique qu'on va pouvoir directement attacher et fixer à l'arrière de la carte graphique. Vous avez l'emplacement ici et un pad thermique pour pouvoir le positionner. On a déjà une incrustation dans le métal pour pouvoir avoir à la disposition donc du SSD directement. Et c'est simplement donc un petit cache que vous mettez sur la backplate. Ça c'est assez sympathique parce que ça permet finalement aussi de pouvoir garder une esthétique et un design et surtout avoir une dissipation thermique supplémentaire. Parce que quelque chose qui est quand même assez intéressant, c'est que le SSD en lui-même va bénéficier finalement du système de refroidissement global de la carte graphique. Et donc en termes de performance thermique, théoriquement et dans les dires d'Asus, on devrait gagner en performance aussi. Et ça c'est pas n'importe quoi, c'est assez sympathique. Ici vous retrouvez des vis donc, pour le dissipateur et le SSD M.2, un pad thermique supplémentaire. Et ici vous avez des loquets de fixation de SSD pour qu'on puisse directement et simplement installer le SSD sur la carte graphique. Et donc là on a la belle petite 4060 Ti. Donc franchement, ça reste une belle carte, hein, une petite carte en elle-même. Du coup, on est sur du 2 slots avec 2 slots,5 si on peut dire d'épaisseur globale, mais 2 slots de prise en charge. Et à l'arrière, et c'est ce qui va nous intéresser le plus, et comme là vous pouvez le voir, on a le film ici, mais on a surtout cet emplacement ici pour le SSD. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Et au niveau donc, de la backplate, comme vous pouvez le voir, ici on a les deux pads vis qui sont disponibles et on va venir carrément placer donc le couvercle dessus et donc le dissipateur. Ça c'est assez sympathique. Ici, et ça c'est quand on le voit directement, et ça j'aurais même pas besoin de vous l'ouvrir pour pouvoir vous le montrer. En fait, vous le voyez ici, vous avez donc la connectique sur le PCI et on voit directement que les câblages s'arrêtent ici. C'est-à-dire que vous avez vraiment là les pistes, en fait on les voit un petit peu sur la partie noire et vous voyez que le câblage lui continue jusqu'ici et qu'après toute cette partie-là est tout simplement inutilisée et que c'est vraiment cette partie-là. Ce qui fait que d'un point de vue vraiment technique, en fait le SSD lui va tout simplement passer sur les voies inutilisées. Voilà, donc en gros c'est tout pour la partie unboxing, il n'y a pas grand-chose en fait de plus. Ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement y installer un SSD. Moi après je vais passer directement au test de cette dernière et puis on se retrouvera juste après les tests, donc pour vous dans quelques secondes, pour moi dans plusieurs jours pour pouvoir justement vous présenter un peu le tout et voir ce qu'il en est à la sortie. On passe à l'installation. Pour le test, je vais tout simplement utiliser le NM790 de chez Lexar qui m'avait envoyé. D'ailleurs, je vous l'avais testé sur la chaîne, je vous remets la vidéo dans le petit en haut à droite directement. Il s'agit d'un SSD donc en PCI Gen 4, donc on n'est pas sur de PCI Gen 5. D'ailleurs, sur cette carte-là, on peut aussi y placer du PCI Gen 5, c'est compatible et ça sera utilisé comme tel. Pourquoi je dis ça directement comme ça? Simplement parce que cette carte-là, au niveau de la partie donc SSD, il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui a été fait à part. Donc c'est vraiment en fait un composant en plus de la carte graphique, mais dans votre carte mère, si vous avez la technologie de bifurcation de la carte mère, ça vous permettra de pouvoir avoir un côté votre SSD NVMe bien évidemment et votre carte graphique, mais ça va être considéré comme étant deux composants différents plugué sur votre PCI, mais avec la technologie de bifurcation et de choses, c'est une techno qui n'est pas présente dans toutes les cartes mères, votre PCI, votre slot PCI lui sera coupé en deux logiciellement parlant. Ce qui fait que techniquement, vous avez vraiment deux composants
avec deux arrivées différentes. Donc le PCI Gen 5 sera compatible si votre processeur bien évidemment l'est aussi, donc ça il faudra voir en fonction de votre processeur, car au niveau de ces lignes PCI et de cet usage, ça va être le processeur qui va le gérer et non pas le chipset de votre carte mère. Si vraiment vous souhaitez avoir une vidéo sur comment fonctionnent les différentes cartes mères, quel est le rôle du processeur, du chipset, etc., que je vous le détaille un peu plus, qu'on part réellement dans la partie du coup des lignes PCI, de la gestion, de comment ça se passe, pourquoi du coup quand je mets un SSD, je perds un SATA ou des trucs de ce style-là, à ce moment-là, dites-le moi en commentaire, ça peut être ultra intéressant de pouvoir le voir à ce moment-là et de pouvoir peut-être du coup faire une vidéo vraiment explicative en profondeur de cette chose, ou en tout cas de ce fonctionnement qui des fois n'est pas clair pour tout le monde. Clairement, ça je le vois tous les jours et c'est vrai que c'est pas tout le temps clair pour beaucoup de monde. Et donc maintenant, on va l'installer. Avant de l'installer, comme vous pouvez le voir au niveau de son positionnement, les puces ne seront pas vers le haut. On n'aura pas le SSD dans cette position, mais on aura le SSD ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pad thermique qui est fourni avec pour pouvoir le mettre dans le fond de la carte, pour pouvoir justement aider la dissipation et gagner d'un point de vue dissipation, en fait, on va gagner en termes de température, mais surtout vraiment avoir un bel échange thermique entre les deux. Toc, 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 toc. Voilà, tu te positionnes bien comme ceci. Voilà. Hop. On enlève la petite protection. On vient y placer notre SSD directement. Hop, on a la petite pression à faire. Et voilà, et donc là vous avez le SSD en lui-même qui lui est monté entièrement. Et donc là on va monter la backplate arrière. Donc pour ce faire, hop, vous voyez que ici vous avez la partie donc du logo qui vous dit comme quoi en fait vous avez les différents modes, donc entre le mode silence et le mode performance. Ici vous avez aussi la partie donc de l'alimentation. Donc on va juste pas venir le gêner, mais normalement c'est censé correctement s'imbriquer. Hop. Voilà, sans forcer, tout rentre bien nickel. Et voilà. Donc là, clairement, on a installé notre SSD, on a installé donc son dissipateur ici. On n'a pas de gêne au niveau de la partie câblage d'alimentation. Ça reste quand même assez discret, assez propre. Et visuellement parlant, comme vous pouvez le voir, on a tout simplement une cover en fait en plus. Et voilà, pour moi ça me choque pas et ça reste quelque chose du coup qui peut être assez sympathique à utiliser et au visuel. Bref. Sur ce, on va directement passer au test. Moi, je vais faire les tests de mon côté. On va faire des tests, bien évidemment, en jeu. Je vais faire pas mal de tests et autres. Et ça, je vous les passerai juste après. Mais au moins, ça vous permettra de pouvoir avoir une certaine dimension et de pouvoir voir, du coup, ce que donne la carte. Et on répondra aux différentes questions juste après. Donc, pour vous, dans quelques secondes. Et pour moi, du coup, en fait, dans plusieurs jours. C'est parti. Et donc là, on se retrouve pour moi donc quelques jours plus tard et pour vous quelques secondes. Je vous ai mis 2-3 petits plans. Mais en tout cas, j'ai pu faire les tests sur toute cette plateforme. Donc là, c'est la Z690 Formula en DDR5 avec le 12900K dessus. La belle petite 4060 Ti avec le SSD. Et clairement, je suis très surpris. Et je suis vraiment agréablement surpris. Comment j'ai produit les tests et qu'est-ce que j'ai fait réellement? Déjà, ce que je me suis dit, c'est que avant de commencer par tester le SSD en lui-même, je vais quand même tester la carte en elle-même physiquement d'un point de vue graphisme, qu'est-ce qu'elle vaut ou autre. Je vous passe directement les résultats, mais c'est vrai que clairement, en termes de résultats de façon globale, ça reste une 4060 Ti, on est sur une équivalent d'une 6007 XT, on est en fait à l'équivalent d'une 2080 Ti en fait de l'époque, donc ça reste quand même quelque chose du coup et une carte qui est ok d'un point de vue performance, on est bon. Là où je me suis dit, c'est est-ce que si je bride, donc est-ce que si je coupe les voix et que je lui dis maintenant fonctionne que réellement sur du x8, n'utilise pas le x16, etc., est-ce que je vais avoir un gain ou est-ce que je vais avoir une baisse de performance ou est-ce que c'est similaire? C'est là où j'ai été un poil petit déçu, si je peux dire ça, c'est que oui, on a eu une perte et j'ai eu une perte de FPS, notamment sur certains jeux, mais pas une perte énorme. J'ai vraiment très eu de pertes du coup petites. Ça va au maximum de l'ordre de 10%, mais 10% quand j'étais déjà à 300 et quelques FPS, donc autant vous dire que visuellement parlant, on le voit pas. Donc c'est vrai que je me suis dit, ouais, on a quand même une
petite influence? Est-ce que c'est moi dans les paramétrages que je me suis gouré qui fait que du coup j'ai eu une perte? Est-ce que au niveau de cette partie-là, du coup j'ai pas fauté, je l'ai refait 3 fois, c'est vrai que du coup j'ai eu des résultats qui étaient similaires avec une marge d'erreur de 1 à 2 FPS du coup sur une perte de généralement 10 à 15 FPS par exemple sur certains jeux. Voilà, c'était un petit peu gênant pour moi sur cette partie-là parce que je me suis dit il y a peut-être quelque chose à approfondir un peu plus loin, à aller chercher pourquoi du coup j'ai eu cette perte, mais j'ai pas eu le temps et là je devais vous produire en fait cette vidéo là pour Asus aussi parce que c'est grâce à Asus qu'ils m'ont envoyé en fait cette carte graphique, donc c'est aussi dans ces délais là. Mais c'est vrai que clairement de ce point de vue là, physiquement parlant on se retrouve déjà à avoir quelque chose qui est ok et qui du coup fonctionne sans ça. Là où j'allais en venir, c'est que sur cette carte là, quand vous mettez le SSD, il n'y a pas de puce, il n'y a pas de pont ou en fait de puce permettant en fait de faire directement donc un relais ou permettant de faire physiquement une bifurcation. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir la technologie dans la carte mère qui vous permet de couper le port PCI en x16 en x8 pour pouvoir justement avoir la capacité de pouvoir gérer le SSD. Au niveau des parties SSD en lui-même, j'ai essayé de faire du coup justement des taux d'écriture de lecture. J'ai fait pas mal de tests comme ça, j'ai pu carrément copier donc un fichier de projet vidéo qui fait à peu près 250 Go que j'ai copié directement dedans, que j'ai directement ressorti pour avoir vraiment un usage physique. J'ai installé des jeux aussi directement dedans pour savoir si en termes de temps de chargement on a une différence ou non. Globalement parlant, on n'a pas énormément de grosses différences d'écriture et de lecture. Je vais vous passer des graphiques après et des tests après, avec une voix off, comme ça on expliquera tout, mais vraiment de façon globale, j'ai pas une énorme différence. Par contre, ce que j'ai en termes de différence, c'est la stabilité et la température. Et ça, clairement, c'est ultra intéressant. Donc bref, je vous passe directement les tableaux avec les différents résultats, vous allez le voir, on en vient après à la partie conclusion, et justement, on voit ça ensemble. Mais ça reste quand même très intéressant et je vous laisse voir tout ça. C'est parti. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on a les résultats directs donc en jeu. Ce sont les mêmes jeux que j'utilise pour les tests donc de benchmark pour les AIO. Là, clairement, vous pouvez le voir en termes de différence. J'ai tout simplement bridé la carte comme si j'avais fait la différenciation et j'ai fait la différenciation au final avec une partie où là, je ne fais pas la différenciation et donc vous avez la carte qui est en full sur le PCI en 16X et avec la carte donc en bleu où là par contre j'ai la différenciation qui est faite où j'ai un SSD qui est installé. Les jeux sont néanmoins eux installés sur le SSD principal qui est sur le port NVMe supérieur qui est toujours géré par le processeur. Donc en termes de performance, en effet on va avoir une perte de performance avec cette bride et cette différenciation, ce qui fait que au final clairement du coup c'est pas génial, c'est pas tip top dans l'idée. Par contre on perd des performances, on perd aussi en consommation, donc ça je vais pas vous les passer, mais clairement on a à chaque fois une petite perte de 2 à 3 en fait en watts en termes de consommation, donc c'est pas non plus énorme. Mais là au niveau des performances et des FPS, si j'avais pas fait les tests, j'aurais pas vu de différence. Ce que je veux dire par là, c'est que là par exemple, vous le voyez au niveau des FPS, on est à, par exemple sur Shadow Tomb Raider avec le benchmark à la sortie, à 156 FPS en full, 151 c'est 5 FPS de différence. Sur The Witcher 3, on est de 68 à 65, c'est que dalle. Cyberpunk, on passe de 97 à 93, PUBG de 160 à 154 et Assassin's Creed Valhalla de 115 à 112. Je vous mets au défi clairement de me dire si vous en jeu vous arrivez à voir la différence entre ces différents FPS, car clairement personnellement pour moi en jeu jamais j'aurais vu la différence et jamais j'aurais pu voir comme quoi ma carte était bridée ou pas. En termes de température cette fois-ci, parce que là je vous dis c'est quand même assez choquant et vous pouvez le voir directement donc sur un test sur Blackmagic, donc en stress test avec donc des tests d'écriture et de lecture de façon random, de façon j'allais dire aussi constante, vous êtes à l'heure actuelle après 1 heure en température maximale à 71 degrés donc sur le SSD avec un port géré par le chipset avec simplement donc le dissipateur thermique de la Formula et sur les RTX 4060 Ti on passe à 59 degrés. C'est énorme la différence que l'on a et ça c'est tout simplement dû au système de refroidissement de la carte graphique qui va permettre justement de pouvoir refroidir mieux le SSD. Et pourquoi je vous présente d'abord les températures avant les tests d'écriture et de lecture, parce qu'on va voir comme quoi il y a quand même une influence et ça c'est pas mal. Là où j'en viens à mettre une petite hypothèse qui pour moi peut être ultra intéressante, c'est aujourd'hui est-ce que ça vaudrait pas le coup si on a des SSD qui chauffent et qui se brident à la chauffe de pouvoir partir sur ce type de carte là avec ce type justement d'installation pour pouvoir en fait éviter cette bride, parce que le système de refroidissement
refroidissement est beaucoup plus important? Ou est-ce que finalement il y a un besoin peut-être un peu plus important d'avoir un autre système de refroidissement que des simples dissipateurs sur nos SSD afin de pouvoir gagner en performance en fonction des différents modèles? Voilà, ça ce sont des petites pistes d'amélioration, mais en tout cas on en parlera peut-être prochainement dans d'autres vidéos. Maintenant on va passer au test d'écriture et de lecture en séquentiel. Comme vous pouvez le voir là physiquement, on est quand même du coup sur des écritures et des taux de lecture qui sont quand même assez élevés. Merci le Lexar, parce qu'en soi ça reste quand même un excellent SSD NVMe, mais au final en termes de différence, on voit quand même qu'on a un taux de lecture qui est quand même plus élevé, un taux d'écriture qui est quand même plus élevé en direct sur la 4060 Ti. On a un taux de lecture et d'écriture qui sont quand même assez semblables ou qui sont quand même proches en ayant du coup donc là le SSD directement sur la carte mère avec une gestion sur le PCI qui est lui géré par le CPU. Cependant, dès qu'on est géré sur le chipset, on a une petite baisse quand on compare le chipset au slot de la 4060 Ti. Donc effectivement, on va avoir une amélioration au niveau du coup de la vitesse d'écriture, que ça soit en fait sur du maximal ou que ça soit sur de la constante. En termes de lecture et d'écriture, c'est quand même pas mal. Là où j'en viens, c'est que je me suis quand même intéressé à aller plus loin au niveau des recherches et j'ai vu que ça soit dans les différents tests des Américains et même des Asiatiques sur le côté justement PCI Gen 5, on a énormément de très bons résultats et on a même des gains sur du PCI Gen 5, donc elle est vraiment adaptée je pense aussi à d'autres technologies. Là clairement sur du PCI Gen 4, en fait elle fait dévoiler toute la puissance du SSD parce qu'on arrive presque en fait à la limite technique du constructeur, notamment par exemple pour la lecture où en fait ce SSD là est prévu pour du 7400 mégaoctets seconde. Là vous êtes à 7356, donc autant vous dire qu'on arrive vraiment à un certain palier. On est près d'une centaine de mégaoctets supérieur à la gestion du chipset, donc c'est pas rien pour la partie lecture. Pour la partie écriture c'est presque pareil, donc clairement c'est quand même ultra intéressant et pour moi c'est une technologie qui va être je pense poussée dans le futur. Mais je me suis dit, est-ce que ça sert réellement? Alors en jeu on a vu que la différenciation faisait perdre un petit peu de FPS. Je me suis dit que ça servait pas à grand chose d'installer le jeu sur le SSD pour pouvoir tester. Par contre je me suis dit, qu'est-ce que ça donne en tant que créateur au niveau d'un rendu? Et là vous l'avez directement avec le rendu d'un Premiere Pro. En fait clairement c'est un peu décevant. Alors pas décevant vis-à-vis du produit en lui-même, c'est décevant d'un point de vue résultat, c'est-à-dire que finalement en termes de temps on gagne un petit peu en termes de secondes, mais rien de plus quoi. Ce que je veux dire, pas passer de 43 secondes à 58 secondes quand je viens de faire un export, c'est pas ça qui va changer ma journée, c'est pas ce qui va me permettre non plus d'aller me faire un café ou d'en prendre un deuxième quoi, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que du coup malheureusement je trouve que c'est un petit peu j'allais dire sous-exploité finalement, et que l'importance dessus va être beaucoup plus quand on va faire des transferts de fichier à fichier, quand on va faire des transferts de façon globale, à voir peut-être dans une utilisation d'un NAS par exemple. Mais là par exemple pour du rendu, c'est pas du tout évident et c'est pas flagrant en termes de différence, même si c'est quand même plus performant factuellement, je peux pas l'ignorer. Ça reste quand même plus performant. Sur le même projet on gagne quelques secondes de différence, c'est pas non plus énorme, mais voilà, c'est pas non plus en fait quelque chose d'exceptionnel. Donc c'est vrai qu'on va pas s'attendre à avoir beaucoup de choses, mais notamment je trouve que ça reste quelque chose qui est assez important et assez intéressant à voir après par la suite ce que ça donne, et voir dans le futur est-ce qu'on aura des évolutions. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on refasse une deuxième vidéo par exemple dessus, ou que je fasse des tests, quitte à faire une vidéo en non répertorié, que je vous la mette dans les commentaires après. Mais dites-moi si ça vous intéresse à ce moment-là, que j'essaye de voir si en installant des jeux directement sur le SSD qui est dans la carte graphique, est-ce qu'on gagne des FPS par rapport aux jeux qui seront du coup sur le SSD directement sur en fait la carte mère, en liaison avec le chipset, ou en liaison, enfin en gestion avec le chipset, ou en gestion avec la partie processeur. Ça peut être peut-être intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça directement en commentaire, et puis on va passer à la conclusion. Voilà, je pense que vous avez vu avec les différents résultats, avec les différents tableaux, c'est vrai qu'en termes de performance, que ça soit en gaming, que ça soit avec les voix coupées ou non directement propres sur la partie gaming, que ça soit en utilisant donc le SSD en jeu avec la carte graphique en elle-même, donc l'usage des deux simultanément, donc le jeu installé plus la carte graphique ou autre, clairement en termes de performance, on est là. Là où ça va moi me différencier, et ça va être la partie un peu plus, j'allais dire, point négatif dessus, c'est que physiquement parlant, c'est toujours le fait d'avoir cette technologie qu'il faut du coup avoir dans votre carte mère. Donc on est obligé de passer sur des cartes mères un peu plus haut de gamme. J'ai essayé sur des vieilles cartes mères, dès qu'on rentre plutôt sur du haut de gamme, là on les a. Donc c'est vrai que malheureusement, je trouve que c'est une technologie qui devrait être implantée dans presque toutes les cartes mères, et qui permettrait du coup de pouvoir justement exploiter les deux
correctement, parce que ça reste quand même aussi une carte graphique qui, d'un point de vue destination, est faite pour faire du milieu de gamme. Donc c'est vrai que malheureusement pour ça, moi c'est là où ça va être un petit point négatif dessus, c'est que le fait de pouvoir exploiter correctement cette techno demande à avoir un écosystème extérieur qui soit adapté et qui soit généralement un peu plus haut de gamme que la carte graphique en elle-même. Et c'est là où c'est pour moi juste le petit point, en fait j'allais dire négatif. Si vous êtes sur des vieilles configs, que vous souhaitez juste upgrade votre configuration en prenant une 4060 Ti et ce modèle-là avec le SSD pour pouvoir justement aller plus loin en termes de taux d'écriture et de lecture et avoir justement du coup de bons résultats, et faites attention à bien vérifier que vous ayez cette technologie-là. C'est pas dans toutes les cartes mères, c'est pas dans toutes les gammes de cartes mères aussi, c'est pas chez toutes les marques non plus. Donc c'est vrai que pour moi, ça va être le point négatif de cette partie parce que c'est plutôt fait vraiment sur les dernières générations, c'est fait plutôt sur des milieux et haut de gamme de cartes mères, on les aura pas chez toutes. Donc ça va être vraiment pour moi le gros point négatif, mais ça va être le seul. C'est bien bête à dire, mais en termes de consommation, même si on va avoir une petite consommation supérieure, etc., clairement, du coup, il n'y a pas grand-chose en fait d'autre, et il n'y a pas en fait quelque chose à, il n'y a pas grand-chose à dire de plus dessus, mis à part qu'on a une consommation, mais qui est la même que finalement si je l'avais mis sur le SSD. Donc clairement, ça fait augmenter la consommation de la carte graphique. Ok, mais c'est normal, le SSD est dedans, et quand on regarde la consommation de la carte graphique, c'est l'équivalent de la consommation du SSD initial. Donc fallait pas être un génie pour savoir comme quoi en fait ça allait être reporté sur le cap PCI. Voilà. Donc clairement, du coup, pour moi, ça reste ok, ça reste normal et compréhensible. D'un point de vue global, après, sur le fait d'avoir ce système-là, je trouve que c'est très bien pensé. On a une stabilité d'écriture et de lecture qui est plus haute. On a une température aussi qui est justement plus basse. Le système de refroidissement de la carte graphique bénéficie au SSD, donc ça permet de pouvoir avoir une température qui soit stabilisée. Le point négatif, c'est qu'on va pas avoir de fan stop et les ventilateurs de la carte graphique, eux, vont tourner de façon continuelle dès le moment où votre SSD est utilisé, parce que justement la carte graphique repère comme quoi justement il y a un point chaud et donc elle va quand même être en action. Donc ce qui fait que sur des machines où on va chercher un aspect vraiment beaucoup plus silencieuse, là on va avoir ce petit souci où justement on va perdre un petit peu de côté de silence. Elle n'est pas bruyante, clairement elle n'est pas bruyante ou autre, donc ça reste pour moi en fait un petit détail, mais ça peut être un gros détail pour beaucoup d'entre vous, je le sais. Dès qu'on enlève le système de ventilateur, on va commencer à prendre une température un peu plus supérieure et après elle va être dissipée et elle va justement se stabiliser, mais on a quand même un gap de 8 degrés quand on est en idle, où justement dès que j'arrête les ventilateurs de façon artificielle et que justement je laisse le SSD chauffer, là du coup on va l'utiliser, que ça soit en SSD principal avec le système dessus ou que ça soit en SSD secondaire avec la data. Donc clairement c'est vrai que ça peut être intéressant, mais le système de refroidissement est quand même bien fait, bien conçu et bien prévu pour ça, donc c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Là où moi je vois des pistes d'évolution et quelque chose où là je peux justement vous recommander ce type de produit, c'est que si vous en avez justement la compatibilité, la destination ou autre, oui on va y gagner. En termes de temps de chargement en jeu, on n'y gagne pas grand chose, c'est pas significatif. En termes de taux d'écriture et de lecture, on n'y gagne pas non plus grand chose, c'est pas non plus si significatif que ça. Donc le gain de cette technologie là, est-ce qu'elle vaut le coup du prix et est-ce que je peux vous le recommander? Finalement du coup c'est un petit peu difficile, parce que oui, je vais dire, en fait c'est mitigé, c'est non en soi parce que ça les vaut pas, et qu'aujourd'hui je pense que cette innovation est juste les prémices de ce qu'on va pouvoir faire après, et c'est là où c'est intéressant, c'est de pouvoir suivre ces évolutions là. Est-ce que oui, je peux vous le conseiller, parce que oui, on gagne en température, on gagne en fiabilité, ça nous permet de pouvoir utiliser du PCI Gen 5 si votre carte mère et si votre processeur du coup le gère, mais si au niveau de la carte mère par exemple votre chipset ne le gère pas mais que le processeur le gère à ce moment là, du coup ça vous permet de pouvoir atteindre des taux d'écriture et de lecture beaucoup plus élevés et donc de pouvoir en fait le bénéficier. Ce qui est quand même assez intéressant, c'est que justement c'est le processeur qui gère, c'est pas le chipset, donc ça c'est vraiment en fait assez agréable. Au niveau du chipset, on voit bien évidemment qu'avec les taux d'écriture et de lecture, on diminue un petit peu, on va perdre un petit peu d'écriture et de lecture quand on met le SSD sur chipset plutôt que en fait directement sur la partie du CPU. Donc ça va vraiment dépendre de l'organisation de votre carte mère et de son câblage en elle-même pour savoir justement quel M.2 est du coup géré par le chipset, quel M.2 est géré par le CPU, etc. Donc ça va vraiment dépendre de votre installation, et ça il faut se reporter directement à la doc technique. C'est aussi pour ça que les docs techniques sont là, c'est pas pour rien. Mais clairement, oui, je vais pouvoir vous le conseiller que dans ces cas-là. Moi, là où ça m'intéresse beaucoup plus, c'est que je me dis que d'un point de vue évolution dans le temps, est-ce qu'on va pouvoir justement avoir des modèles, et j'espère qu'on aura des modèles
modèles qui seront dédiés comme ça, c'est que je me dis que si par exemple, allez, dans 2 ou 3 générations de cartes graphiques, parce que là on le sait, avec la dernière qui ont été présentées au CES dernièrement, justement qu'on n'aura pas, ou en tout cas on n'en a pas vu directement dédié par Nvidia, avec des SSD ou autres, du coup, et dans les modèles custom, justement, il n'y en a pas qui ont été inclus directement. Mais est-ce que cette technologie-là va être avancée? Est-ce qu'on va aller plus loin? Je tiens quand même à préciser une chose, c'est que sur cette technologie-là, c'est pas Asus qui l'a inventée. D'accord, on l'avait déjà du coup chez AMD avec des Radeon Pro, je crois que c'était les SW50, du coup si je dis pas de bêtises, où on avait 4 SSD à l'intérieur, mais c'était des cartes professionnelles. Là, Asus le met pour la partie particulier et pour la destination gaming, donc ça c'est génial. Mais d'un point de vue techno, ce qu'on peut s'attendre à avoir plus tard, c'est est-ce que derrière on aura la possibilité de pouvoir mettre 1 ou 2 SSD sur une carte graphique, de pouvoir justement combler les parties inutilisées de ce type de carte-là, et pourquoi pas avoir une liaison directe avec un Thunderbolt 4 extérieur pour pouvoir directement y brancher justement des équipements en Thunderbolt et donc à bénéficier d'une vitesse d'écriture et de lecture beaucoup plus supérieure et en direct sur la carte graphique et sur des SSD pour avoir des copies et des taux de transfert et d'écriture et de lecture gérés de cette façon-là. Est-ce qu'on d'un point de vue système de refroidissement, c'est pas plus intéressant parce que justement en termes de température, on y gagne à être sur la carte graphique que plutôt sur le dissipateur classique de la carte mère. Voilà, c'est des choses où moi ça m'intrigue, ça m'intéresse de pouvoir en fait développer cette partie-là et de pouvoir justement voir comment ça va évoluer. Si pour vous ça n'a aucun intérêt, je peux le comprendre, je le comprends très bien parce que c'est vrai que malheureusement, mis à part du coup gagner en température, en stabilité d'écriture et un petit peu en écriture et lecture, pouvoir gérer du PCI Gen 5 si votre processeur le gère mais que votre carte mère ne le gère pas, voilà, c'est la seule façon et c'est les seuls intérêts finalement de cette carte graphique. Et sinon, après l'intérêt d'une 4060 Ti avec ses performances, sa consommation et son prix. Donc globalement parlant, ça reste pour moi un très bon produit, c'est une très bonne innovation. Il y a des points négatifs, il y a encore du travail à faire dessus. Ça reste à l'heure actuelle une carte graphique qui pour moi est quand même bonne d'un point de vue rapport qualité-prix-performance, même s'il y a des meilleures cartes, hein, je le dis en fait comme je le pense aussi, mais c'est vrai que du coup il y a quand même des cartes qui sont aussi avec un meilleur rapport qualité-prix. Donc ça, après, ça va vous faire un choix. Si vous voulez une vidéo sur quelle carte choisir en 2024, n'hésitez pas à me le dire en commentaire aussi, et ça, je pourrais vous le préparer pour justement vous faire un classement de toutes les cartes une fois que toutes les cartes sont sorties, que les premiers tests seront faits, donc plutôt sur le côté de février. Comme ça, on aura toutes les cartes, donc là, d'NVIDIA et d'AMD qui seront sorties, et au moins, ça nous permettra d'avoir vraiment cette échelle-là. Mais clairement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, pour moi, à l'heure actuelle, oui, je vais pouvoir vous le conseiller pour les raisons que je vous ai dit juste avant. Est-ce que c'est la carte qu'il faut aujourd'hui? Non, je vous dirais pas que c'est la carte ultime qu'il faut et c'est pas du coup en fait sa destination, mais clairement pour moi ça vaut bien en fait un petit awards d'innovation si on peut dire ça. Donc je suis très surpris et vraiment très content de pouvoir avoir testé en fait ce produit. Merci à Asus, dites merci en fait à Asus dans les commentaires, ils m'ont envoyé pas mal de matos que je vais pouvoir vous tester justement là en fait sur les prochaines semaines. Donc franchement merci à Asus pour ça, c'est vraiment très agréable et c'est vraiment très intéressant de pouvoir tester ce type de produit. N'hésitez pas à me dire directement en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de cette techno, ce que vous pensez de la carte en elle-même. Est-ce que vous l'achèteriez directement? Et puis du coup si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire en mettant un pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche des notifications pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!